Tu crois pouvoir te cacher? Chaque dollar volé est enregistré. Un truc sur les mariages parfaits? C'est que ce sont rarement de vraies réussites. Crois-moi, je sais. J'en vis un depuis 16 ans. Je m'appelle Connor Dempsey, et à 3 heures du matin, un mardi d'octobre, j'étais au lit à écouter ma femme, Stéphanie, pianoter sur son téléphone comme si elle écrivait le prochain chef-d'œuvre de la littérature américaine. La seule fiction dans notre maison, c'était le sourire qu'elle me lançait chaque matin en buvant son café. Urgence au boulot, que je l'ai interrogée, ma voix déchirant l'obscurité. Elle a sursauté comme si je l'avais surprise en train de voler dans le tronc de l'église. Oh! Tu m'as fait peur. Ouais, des trucs avec des clients, tu vois ce que c'est. Oui, je voyais très bien. Les directeurs commerciaux d'entreprises de dispositifs médicaux n'ont pas d'urgence à 3 heures du matin. À moins que ça implique un rendez-vous dans une chambre d'hôtel au centre-ville. Stéphanie s'est retournée, serrant son téléphone contre elle. Rendors-toi, Connor. J'ai bientôt fini. Mais moi, j'étais grand ouvert, l'instinct de flic qui se réveillait, même après 5 ans hors du métier. 10 ans comme inspecteur à la police de Boston avant de devenir menuisier. On développe un 6e sens pour les conneries. Et mon chambre sentait mauvais. Le tapotement a continué pendant encore 20 minutes. Des frappes discrètes, secrètes, avec parfois un petit rire. Ma femme, d'habitude trop fatiguée pour parler, s'éclatait avec la personne à l'autre bout du fil. J'avais remarqué les changements ces 3 derniers mois. La façon dont elle protégeait son téléphone, le penchant même quand on regardait la télé. Les séances de sport soudaines, l'achat de vêtements une taille trop petite et, comme par magie, elle rentrait dedans. Les voyages d'affaires qui se multipliaient comme des lapins. Stéphanie, que j'ai dit doucement. Le tapotement s'est arrêté. Oui. Tu envoyais des textos? Un silence, un peu trop long. 3. Mon patron. Il a des problèmes avec le comte Henderson. 3 mêlements. Je l'avais rencontré une fois, à la fête de Noël l'année dernière. 40 ans, marié, 2 enfants, il portait son abonnement à la salle de sport comme une médaille. Il avait passé toute la soirée à faire des blagues pas drôles et à toucher l'épaule des femmes en riant. Le comte Henderson, que j'ai répété. Même. À 3 heures du matin. Il est en Californie, tu te souviens? Le décalage horaire. Mes 3 mêlements habitaient à Newton, à 20 minutes de notre maison à Medford. J'ai vu son adresse dans l'annuaire de l'entreprise quand je suis venu te chercher au travail le mois dernier, non, que j'ai dit. Californie. Elle a posé son téléphone et s'est blottie contre moi, la tête sur mon épaule. Désolé, chérie. Je sais que c'est pénible. Mais ce compte est vraiment important. J'ai passé mon bras autour d'elle, sentant la soie de sa nouvelle nuisette, un autre achat récent que je ne l'avais pas vu porter pour moi. C'est bon. Essaie de dormir. Mais tandis que j'étais allongé là, à écouter sa respiration, mon esprit s'emballait. 3 mois de nuit tardive, d'appels secrets, et une femme plus intéressée par son reflet que par sa famille. 3 mois d'excuses qui avaient presque du sens. Presque. Le lendemain matin, j'étais debout avant l'aube, à la table de la cuisine avec mon café, à regarder le soleil se lever sur le quartier. Medford n'était pas un endroit chic, mais c'était chez nous. Des familles d'ouvriers se mélangeaient à de jeunes professionnels, tous essayant de réussir. Un endroit où les gens saluaient encore leurs voisins et où les enfants allaient à l'école à pied sans que leurs parents paniquent. Salut, papa. J'ai levé les yeux. Mon fils, Jamie, est entré en traînant les pieds, les cheveux en bataille. 16 ans, que des coudes et de l'attitude, mais un bon gamin. Intelligent comme pas deux et loyal. Il tenait de moi, disait tout le monde. Salut, mon grand. Bien dormi? Il a pris un bol, versé des céréales. Mieux que toi, apparemment. Maman a dit que t'avais pas fermé l'œil de la nuit. Ta mère était levée aussi? Ouais. Je l'ai entendu au téléphone vers 3 heures. J'ai cru que Mamie Lin était malade ou un truc comme ça. Mamie Lin était morte depuis 6 ans. J'ai regardé mon fils manger, ce gamin qui nous faisait confiance pour lui dire la vérité. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Quoi qu'il se passe avec Stéphanie, Jamie ne méritait pas d'être pris dans la tourmente. Ça va, papa? J'ai forcé un sourire. Oui. Je pensais juste au travail. Madame Patterson veut que je refasse toute sa cuisine,
et je suis en train de calculer la logistique. Pas complètement un mensonge. Madame Patterson voulait bien une nouvelle cuisine. Mais je pensais surtout à comment coincer ma femme sans détruire la foi de notre fils en tout. Stéphanie est apparue dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue, les cheveux et le maquillage parfaits malgré leur matinale. « Bonjour, les garçons », qu'elle a dit, embrassant le front de Jamie, se dirigeant vers le café. « Connor, je risque d'être en retard ce soir. 3 veut emmener l'équipe fêter le contrat Morrison. » Le contrat Morrison ? Celui sur lequel je travaille. Je t'en ai parlé la semaine dernière. J'étais presque sûr que non, mais j'ai acquiescé. Oui. Vous allez où? Ce nouvel endroit à Back Bay. Mistral, je crois. Mistral était fermé pour rénovation depuis 2 mois. Je le savais parce que j'avais fait partie de l'équipe qui avait travaillé sur leur salle à manger. Ça a l'air sympa, que j'ai dit. Elle m'a souri de ce sourire éclatant qu'elle m'adressait depuis 16 ans. Sauf que maintenant, c'était comme regarder la photo de quelqu'un que j'avais connu. Après le départ de Stéphanie au boulot et celui de Jamie dans son bus, je me suis retrouvé seul dans la cuisine, à essayer de comprendre ce qui avait bien pu foutre le camp dans ma vie. Il y a 6 mois, on prévoyait encore un voyage en Irlande pour nos 17 ans de mariage. On parlait des projets de Jamie pour la fac, de savoir s'il fallait poncer le parquet du salon. Les trucs normaux des couples mariés, quoi. Maintenant, j'étais assis là, à me demander si ma femme ne couchait pas avec son patron et si elle mentait pas à notre gamin à ce sujet. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon frère, Paul. Café? J'ai des infos. Paul avait 2 ans de plus que moi, 2 fois plus parano, le genre de type qui lit des théories du complot pour se détendre et qui stocke des provisions de survie dans sa cave. Mais c'était aussi un frère loyal jusqu'à la moelle et il m'avait jamais induit en erreur quand ça comptait vraiment. Je l'ai rejoint au Murphy's dîner, un boui-boui pas loin de chez lui. Café serré, serveuse qui devait déjà être la sous Carter. T'as une de ces gueules, a-t-il lancé en guise de bonjour. Merci. Tu disais que t'avais des infos. Paul s'est penché en avant, en baissant la voix comme si on parlait d'un truc top secret. J'ai fait du tri dans le grenier de papa, tu vois? J'ai passé en revue les cartons de maman. Nos parents étaient morts à 2 ans d'intervalle, papa d'une crise cardiaque, maman d'un cancer. Paul avait hérité de la maison et il se frayait lentement un chemin à travers des décennies de bordel. T'as trouvé des trucs intéressants? C'est ça le truc. Il a sorti son téléphone et m'a montré la photo d'un carton sur lequel était écrit « Personnel de la main de maman ». Je l'ai trouvé caché derrière l'isolation, au fond. Il est rempli de cassettes. Et alors? Alors, elles sont étiquetées avec des noms. Le tien, le mien. Il y en a même une pour Stéphanie. Son visage était grave. Con, je crois que maman enregistrait des conversations. Des trucs privés. Secrets de famille. J'ai fixé la photo, essayant d'assimiler l'info. Ça ressemble pas à maman, ça. Ah bon? Réfléchis un peu. Elle était toujours au courant de tout ce qui se passait dans le quartier. Tu te rappelles comment elle balançait des trucs sur les voisins qui lui avaient jamais raconté? Je me rappelais. Maman était la centrale d'info officieuse de notre rue. Toujours au courant de qui divorçait, qui avait des problèmes d'argent, qui trompait qui. J'avais toujours pensé que c'était juste des potins de quartier, quoi. Y a une cassette étiquetée ou con vérité et virgule a continué Paul. Et une autre qui dit et Stéphanie attention au point. Je les ai pas encore écoutées. J'ai pensé que tu devrais être là. Un frisson m'a parcouru l'échine. Elle a fait ça quand? D'après les dates sur les autres cartons, je dirais dans les 5 dernières années de sa vie. Juste au moment où toi et Stéphanie, vous aviez ces problèmes. Les problèmes d'il y a 3 ans. Stéphanie et moi, on avait traversé une période difficile. On était à la dèche, Jamie était un ado rebelle et on se disputait beaucoup. On s'en était sortis ou du moins, c'est ce que je croyais mais apparemment, maman avait été plus attentive que je ne l'imaginais. Paul, c'est dingue. Maman aurait pas. Aurait pas quoi? Veiller sur ses fils? Protéger sa famille. Il s'est adossé à sa chaise. Écoute, c'est peut-être rien. Elle s'enregistrait peut-être en train de raconter sa journée ou un truc comme ça. Mais vu ce que tu m'as raconté sur Stéphanie ces derniers temps. Je lui avais pas dit grand-chose, juste que ça clochait. Mais Paul avait toujours été perspicace,
surtout pour lire entre les lignes. Elles sont où, les cassettes, maintenant? En sécurité chez moi. La question, c'est, est-ce que t'as envie de savoir ce qu'il y a dessus? J'ai pensé au coup de fil de Stéphanie à 3 heures du mat, à ses mensonges sur les restos qui étaient fermés, à sa transformation soudaine de maman de banlieue en, je sais pas quoi. J'ai pensé à Jamie, confiant et innocent, et à la façon dont ma femme lui avait embrassé le front ce matin, comme si elle n'était pas en train de détruire tout ce qu'il pensait être réel au sujet de sa famille. Ouais, j'ai dit. J'ai envie de savoir. On a fini notre café en silence, perdu dans nos pensées. En allant vers le parking, Paul m'a pris le bras. Quoi qu'il y ait sur ces cassettes, ça risque de changer les choses. T'es prêt à ça? J'ai regardé le dîner, les gens normaux qui avaient des conversations normales sur des trucs normaux, et j'ai réalisé que j'avais déjà dépassé le point de non-retour. Soit mon mariage était solide, soit c'était un mensonge, et dans les deux cas, j'avais besoin de savoir lequel des deux c'était. Je suis prêt, j'ai dit. Mais en rentrant chez moi, dans ma maison vide, je me demandais si on était vraiment prêt un jour à apprendre que tout ce qu'on avait cru savoir sur sa vie était faux. La maison de Paul était la même que quand on était gosse ou une maison coloniale à 2 étages, avec des volets verts et une pelouse qui avait besoin de plus d'attention. La seule différence, c'était les caméras de sécurité qu'il avait installées l'année dernière parce que Paul n'avait confiance en personne ni en rien, pas même le facteur. Elles sont à la cave, a-t-il dit en me faisant traverser la cuisine. J'ai installé la vieille chaîne hi-fi de papa pour qu'on puisse écouter ça comme il faut. La cave sentait la poussière et le vieux bois, avec des cartons entassés contre chaque mur. Paul avait aménagé un petit coin d'écoute près de son établi, avec 2 chaises pliantes et un lecteur de cassettes qui semblait tout droit sorti d'un musée. J'ai trouvé une 20aine de cassettes au total, dit-il, en montrant un carton posé sur la table. La plupart sont étiquetées avec des dates ou des noms. Certaines ne sont que des conversations anodines. Mais d'autres? Il s'interrompit, en tirant une cassette sur laquelle mon nom était écrit de la belle écriture appliquée de maman. Qu'en vérité il était inscrit au marqueur noir, daté d'il y a 3 ans. Mes mains tremblaient en prenant la cassette. Tu en as écouté? Juste assez pour comprendre ce qu'il y avait dessus. Je crois que maman enregistrait des conversations téléphoniques. La qualité du son est trop bonne pour des enregistrements cachés, mais il y a des voix que je ne reconnais pas. J'ai glissé la cassette dans le lecteur et appuyé sur lecture. Il y a eu un moment de grésillement, puis la voix de notre mère, Claire, comme si elle était juste à côté. Connard, si tu entends ça, c'est que quelque chose m'est arrivé et que Paul a trouvé mes papiers d'assurance. J'espère me tromper sur ce que je vais dire, mais j'ai observé et écouté, et je crois que ta femme va te briser le cœur. J'avais l'impression d'avoir pris un coup de poing. Paul s'est penché et a arrêté la cassette. T'es sûr de vouloir écouter ça? J'ai acquiescé, incapable de parler. Il a appuyé sur lecture. J'ai commencé à remarquer des choses il y a environ 6 mois. Stéphanie a commencé à se comporter différemment lors des dîners de famille. Plus secrète, plus sur la défensive quand tu lui demandais comment s'était passée sa journée. Puis elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques pendant nos visites du dimanche, qu'elle prenait dans l'autre pièce. Alors j'ai commencé à écouter. Il y a eu une pause. Puis la voix de maman, plus triste maintenant. J'ai enregistré 3 appels téléphoniques entre Stéphanie et un type qui s'appelle 3. Je ne les passerai pas maintenant. Ils sont sur une autre cassette si tu as besoin de preuves. Mais Connard, elle a une liaison. Depuis des mois. Et ce n'est pas que physique. Ils font des projets. Ma vue s'est brouillée. J'ai serré les accoudoirs de la chaise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le pire, c'est la façon dont elle parle de toi. Comme si tu étais un inconvénient. Comme si elle devait juste te supporter jusqu'à ce qu'elle trouve comment se débarrasser de toi. Elle lui a dit, tu es trop confiant et trop con pour t'en rendre compte. Ce sont ses mots exacts. Paul a arrêté la cassette à nouveau. On n'est pas obligé de continuer. La voix de maman a de nouveau rempli la cave, et j'entendais la colère sous ses mots. Je fais ça parce que je te connais, Connard. Tu vas vouloir te battre pour ton mariage. Tu vas penser que tu peux arranger ça. Que si tu fais juste plus d'efforts ou que tu l'aimes davantage, elle reviendra vers toi. Mais mon fils, elle n'a jamais vraiment été avec toi. Pas comme tu le pensais. La cassette est devenue silencieuse pendant une seconde. Et puis il y a autre chose. Quelque chose concernant le fonds d'études de Jamie.
Vérifie tes comptes en banque, connard. Vérifie bien. Et quoi que tu fasses, ne lui laisse pas savoir que tu es au courant. Pas avant d'être prêt à te protéger et à protéger ton fils. La cassette s'est coupée. Nous sommes restés assis là, silencieux, comme si une heure s'était écoulée. Finalement, Paul s'est éclairci la gorge. Il y a autre chose. La cassette étiquetée avertissement Stéphanie est l'enregistrement d'une de leurs conversations téléphoniques. Et il y en a d'autres avec des dates allant jusqu'à environ un mois avant la mort de maman. J'étais engourdi, comme si mon cerveau était enveloppé de coton. Elle était au courant depuis plus d'un an et n'a jamais rien dit. Elle te protégeait, elle essayait d'obtenir des preuves au cas où tu en aurais besoin. Des preuves. J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Ma mère décédée montait un dossier contre ma femme. Paul a sorti une autre cassette. Celle-ci est datée d'il y a 6 mois. Elle est étiquetée Plan 3 et Stéphanie. Je ne voulais pas l'entendre. Je voulais rentrer chez moi, faire comme si tout ça n'était jamais arrivé, et revenir à l'idée que ma femme traversait juste une phase. Mais le fond d'étude de Jamie était sur cette cassette, et soudain, je pensais à toutes les fois où Stéphanie s'occupait de notre argent, à tous les relevés dont elle disait qu'elle s'en chargerait, à tous les mots de passe qu'elle changeait pour la sécurité. Passe là. Cette cassette a commencé différemment. Pas d'introduction de maman, juste un téléphone qui sonne. Puis la voix de Stéphanie. Salut, c'est moi. Salut, beauté. Ta matinée se passe bien? La voix de Troy était douce, assurée, comme celle d'un type qui pensait s'en tirer à bon compte. Connor est parti tôt pour un chantier, donc j'ai un peu de temps pour parler d'hier soir. Mon Dieu, Troy, tu ne peux pas continuer à faire ça avec ta langue. J'ai failli crier. J'ai fermé les yeux, mais Paul a laissé la cassette tourner. Quand est-ce que tu vas lui dire, demanda Troy. Bientôt. Je suis juste en train de peaufiner les détails. La maison, l'argent des études de Jamie, tout ça. Tu pourrais juste partir, demander le divorce et obtenir, quoi, la moitié d'un prêt immobilier et la pension d'un charpentier. Non. Je dois être plus maligne que ça. J'ai bougé de l'argent, j'ai mis des choses en place. Comme ça, quand je partirai, je ne repartirai pas de zéro. Mes yeux se sont ouverts brusquement. Elle nous vole. Paul a acquiescé, l'air sombre. Sur la cassette, Troy riait. Tu es diabolique. J'adore. Je suis pragmatique. Connor est un bon gars, mais il n'a pas d'ambition. Il est heureux avec cette petite vie qu'on s'est construite. Et moi, je veux plus. Je veux ce que toi, tu peux m'offrir. Et Jamie? Tu en fais quoi? Il a 16 ans. Dans 2 ans, il sera à la fac, et après ça, il aura sa propre vie. Les enfants s'adaptent. La façon dont elle venait de balayer notre fils du revers de la main. Notre fils. Mes poings se sont serrés. En plus, a repris Stéphanie, Connor aura sûrement la garde de toute façon. C'est le meilleur parent. Moi, je ne suis tout simplement pas faite pour le quotidien. Donc tu vas abandonner ton gamin? Je vais lui donner le parent qui a vraiment envie de l'élever. Crois-moi, Jamie sera mieux avec Connor. L'enregistrement a continué pendant encore 10 minutes, avec des détails sur les comptes en banque, les cartes de crédit, et la date à laquelle Stéphanie comptait demander le divorce. Elle préparait ça depuis des mois, elle s'organisait pour prendre le maximum et nous laisser, Jamie et moi, sans rien. Quand ça s'est enfin arrêté, je suis resté planté devant le lecteur de cassette, essayant d'encaisser le coup. Ma femme, la femme que j'aimais depuis 17 ans, la mère de mon fils, était en train de nous arnaquer tout en préparant sa fuite. Il y en a d'autres, a dit Paul doucement. D'autres quoi? D'autres cassettes. Des plus récentes. Cannes, je crois. Maman a continué à les enregistrer jusqu'à ce qu'elle tombe malade. J'ai regardé la boîte de cassettes, chacune étiquetée avec des dates et des noms, la chronologie de mon mariage qui s'effondre. Pendant que j'étais complètement à l'ouest. Combien? 8. D'autres avec Stéphanie et 3. 2 avec Stéphanie et son ami Ashley. Et une? Il a hésité. Quoi? Une avec Stéphanie et un avocat, qui parle de divorce. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis agrippé à la table, essayant de me raccrocher à quelque chose. C'était quand? 2 mois avant que maman meure.
Il y a 1 an et demi. 1 an et demi? Pendant tout ce temps où je m'occupais de maman dans ces derniers mois, où je l'emmenais à la chimio, où j'étais juste là les jours difficiles. Ma femme planifiait de faire exploser toute notre vie. Il faut que j'écoute tout, j'ai dit. Paul avait l'air inquiet. Can, tu devrais peut-être faire une pause. Gérer ça d'abord. Non. Il faut que je sache tout. Absolument tout. On a passé les 3 heures suivantes à écouter mon mariage se désintégrer. Stéphanie et Troy qui parlaient d'hôtel et de virée de week-end, Stéphanie et Ashley qui rigolaient de mon côté naïf, Stéphanie et son avocat qui discutaient du partage de l'argent et de qui aurait Jamie. Le pire, ce n'était pas l'infidélité, ni même les histoires de fric. C'était de l'entendre parler de Jamie comme si c'était un problème dont il fallait se débarrasser, pas un enfant à aimer. Elle avait déjà renoncé à lui, elle avait décidé qu'être une maman, c'était trop de boulot pour sa nouvelle vie. Quand on a eu fini, il faisait nuit noire. Je me sentais vide, comme si on m'avait tout enlevé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Paul. J'ai regardé la boîte de cassettes, la preuve de la trahison de ma femme empilée en ordre. Maman m'a laissé un cadeau, même si ça fait un mal de chien. Elle m'a donné la vérité. Je vais protéger mon fils, j'ai dit. Et ensuite, je vais faire en sorte que Stéphanie et Troy aient exactement ce qu'ils méritent. Paul a acquiescé. Quoi que tu aies besoin, je suis avec toi. Sur la route du retour, j'ai pensé à la femme qui m'attendait, probablement avec une autre histoire de travail tardif ou une fausse urgence avec un client. La femme qui me mentait en face depuis plus d'1 an tout en planifiant de tout prendre et de se barrer. Mais maintenant, je savais. Et je n'allais pas la sous-estimer, comme elle le faisait avec moi. La partie est lancée. Elle ne le sait juste pas encore. Je me suis garé à 8h30 et j'ai vu la voiture de Stéphanie déjà là, ce qui était bizarre puisqu'elle avait dit qu'elle serait en retard. La maison était illuminée, et j'entendais de la musique. Jamie m'a accueilli à la porte, tout excité. Papa, maman a ramené du chinois, et on fait une soirée en famille. Elle a même pris ces nems que tu aimes. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Stéphanie dans la cuisine, en train de sortir les barquettes à emporter. Elle portait toujours la robe noire de ce matin, mais elle avait mis des chaussures confortables et s'était attaché les cheveux. Elle ressemblait à la femme que j'avais épousée, celle qui avait l'habitude de me faire des petites surprises juste parce qu'elle m'aimait. Sauf que maintenant, je savais la vérité. Chérie, a-t-elle lancé en affichant un grand sourire. Je sais que j'ai dit que je serais en retard, mais le dîner a été annulé, alors je me suis dit qu'on pourrait passer du temps ensemble, tous les 3. C'est super, j'ai dit, essayant d'avoir l'air normal. Je vais me laver les mains. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était le même. Les mêmes yeux marrons. La même barbe de 3 jours dont je n'arrive jamais à me débarrasser. La même cicatrice au menton, depuis que j'étais gamin. Mais à l'intérieur, tout était différent. Je regardais un type dont la femme préparait sa destruction, et il fallait d'une manière ou d'une autre que je reste assis à table pendant le dîner et que je fasse comme si je ne savais rien. Quand je suis redescendu, Stéphanie avait mis la table avec notre belle vaisselle et allumé des bougies. Jamie mangeait déjà les nouilles sautées, et il racontait sa journée à l'école. C'était une scène de famille parfaite, le genre qu'on met sur Instagram. Alors, a dit Stéphanie en s'asseyant. Ta journée? T'as bien avancé sur la cuisine des Patterson? Des trucs. J'ai dû commander des choses. Les nouveaux éléments devraient arriver vendredi. Elle hochait la tête, faisant mine de s'intéresser pendant que je parlais des plans de travail. La même femme qui, si j'en crois les enregistrements, avait dit à Troy que m'écouter parler de boulot, c'était comme regarder de la peinture séchée. Et toi? Demandai-je. Comment s'est passé le truc Morrison? Pendant une seconde, son sourire a vacillé. Oh, tu sais, des histoires de boulot. Des discours barbants, du vin hors de prix, et tout le monde qui fait semblant de s'amuser. Je croyais que c'était annulé. Quoi? T'as dit que le dîner était annulé. C'est pour ça que t'es rentré plus tôt. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Journée interminable. On a fait le déjeuner, mais le dîner a été annulé. Trop de choses à gérer. Jamie leva les yeux de son assiette. Maman, t'as pas dit ce matin que t'allais au dîner? Ah bon? Je voulais dire déjeuner. Tu sais comment je suis quand je suis stressé par le travail.
Mais je me souvenais exactement de ce qu'elle avait dit. 3 veut emmener l'équipe dîner. Pas déjeuner. Dîner dans un restaurant qui est fermé. Ces mensonges devenaient bâclés, ce qui voulait dire qu'elle prenait de l'assurance. Elle pensait que j'étais trop naïf et trop con pour comprendre. Exactement comme elle l'avait dit à 3. Papa? Ça va? Jamie me regardait, inquiet. T'as l'air ailleurs. Juste fatigué. La journée a été longue. Stéphanie s'est penchée et m'a serré la main. On devrait peut-être s'échapper un week-end, juste nous deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un peu de temps en tête-à-tête. L'ironie était dingue. Elle me proposait un voyage romantique tout en prévoyant de me quitter. Mais je lui ai souri et lui ai serré la main en retour. Ça a l'air bien. Tu pensais à quoi? Peut-être le Cap? Ce petit bed and breakfast à Provincetown où on était allé pour notre anniversaire il y a quelques années? Le même endroit où elle avait emmené 3 le mois dernier. Si j'en crois l'un des enregistrements de maman, elle me proposait de retourner sur les lieux d'une de ses aventures. Bien sûr, dis-je. Je vais regarder mon agenda. Après le dîner, Jamie est montée faire ses devoirs, laissant Stéphanie et moi seuls dans la cuisine. Elle a commencé à remplir le lave-vaisselle pendant que je rangeais la nourriture. La même routine que nous suivions depuis 16 ans. Can, dit-elle, sans me regarder. Il faut que je te demande quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as remarqué quelque chose de différent chez moi ces derniers temps? Je sais que j'ai travaillé plus, que j'ai pu voyager. Je veux juste m'assurer que tout va bien entre nous. C'était le moment. L'ouverture que j'attendais. Je pouvais la démasquer tout de suite, tout étaler sur la table et exiger la vérité. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être était-ce la voix de maman, me disant de ne pas laisser Stéphanie savoir que j'étais au courant tant que je ne pourrais pas me protéger, elle et Jamie. Différent comment? Elle s'est tournée vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru voir une véritable émotion dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou de la peur. Je ne sais pas. Plus distante, je suppose. Comme si je n'étais pas vraiment là quand je suis là. Tu as des doutes sur nous? La question planait. C'était sa chance de me dire la vérité. De tout avouer à propos de 3, des plans, de l'argent qu'elle avait transféré. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment le faire. Non, dit-elle finalement. Non, je n'ai pas de doute. Je t'aime, Can. J'aime notre vie. Je veux juste. Je veux être sûr de ne pas considérer ça comme acquis. Un autre mensonge, débité à la perfection. Je me demandais combien de fois elle s'était entraînée, combien de façons elle avait trouvé pour le justifier. Je t'aime aussi, dis-je, parce que c'était vrai. Même si tout le reste s'écroulait. Elle a souri et m'a embrassé. Un baiser doux et tendre qui me rappelait l'époque où nous étions jeunes et où tout était possible. Puis elle est montée se doucher, me laissant avec la vaisselle et le poids de tout ça. Mon téléphone a vibré. C'était Paul. Ça va? Besoin de quelque chose? J'ai répondu. Ça va. Besoin de temps pour réfléchir. Mais ça n'allait pas. J'étais en colère, blessé et perdu. Et sous tout ça, une froide et furieuse sensation qui me faisait un peu peur. Stéphanie pensait jouer aux échecs, et que je jouais aux dames. Mais elle avait fait une erreur. Elle avait sous-estimé l'amour que je portais à mon fils. Je pourrais probablement pardonner la liaison, avec du temps et de la thérapie. Peut-être même les mensonges et les histoires d'argent. Mais prévoir de se débarrasser de Jamie, parler de lui comme s'il était un problème? C'était impardonnable. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Allô, Connor? Dempsey? Oui. Qui est à l'appareil? Ici le détective Martinez, de la police de Boston. J'ai travaillé avec votre mère sur certains programmes communautaires avant son décès. Désolé de vous déranger si tard, mais j'ai des informations qu'elle voulait que je vous donne si quelque chose lui arrivait. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Quel genre d'informations? Elle était inquiète au sujet de certaines affaires financières impliquant votre femme. Des relevés bancaires, des demandes de cartes de crédit, des choses comme ça. Elle m'a demandé de garder un œil sur tout ça, officieusement, et je pense que nous devrions nous rencontrer. Vous êtes libre demain matin?
J'ai regardé les escaliers, entendant la douche et Stéphanie qui fredonnait, probablement en pensant à son prochain mensonge ou à sa prochaine rencontre avec Troy. Ouais, dis-je. Je suis dispo. Après avoir raccroché, je suis resté planté dans ma cuisine. La cuisine que j'avais retapée moi-même. Dans la maison où j'avais élevé mon fils, bâti ce que je croyais être un bon mariage, et compris que, demain, tout allait basculer. Stéphanie préparait son évasion depuis plus d'1 an, il était temps que je prépare la mienne. Mais je n'avais pas l'intention de fuir. J'avais l'intention de me battre. Le détective Martinez ressemblait à s'y méprendre à un flic de Boston. La quarantaine bien tassée, des cheveux grisonnants, des yeux fatigués qui en avaient trop vu. On s'est retrouvé dans un boui-boui à Somerville, assez loin de mon quartier pour ne croiser personne. Votre mère, c'était quelqu'un, dit-il en se glissant dans la banquette. Fine mouche, même malade. Elle est venue me voir 8 mois avant de mourir, inquiète pour les finances de votre femme. Quel genre d'inquiétude? Il sortit un dossier. Des cartes de crédit ouvertes à votre nom sans que vous le sachiez. Des virements de vos comptes vers des comptes auxquels vous n'avez pas accès. Elle suivait ça depuis des mois. Mon estomac se noie. Pour combien jusqu'à présent? Environ 40 000 $. Mais il y a plus. Il ouvrit le dossier, me montrant des copies de relevés bancaires, des demandes de crédit et des enregistrements de virements. Elle a été prudente, en déplaçant de petites sommes pour ne rien déclencher. De l'infidélité financière classique. Je fixais les papiers, voyant ma signature falsifiée, regardant l'argent de ma famille disparaître. Pourquoi maman ne me l'a pas dit? Elle a essayé, mais vous n'étiez pas prêt. Elle disait que vous étiez encore amoureux de la femme que vous aviez épousée, pas de la femme que votre femme était devenue. Alors elle a commencé à chercher des preuves. Preuves de quoi? Martinez se pencha vers moi. Votre mère était convaincue que votre femme allait demander le divorce et vous dépouiller de tout. Elle voulait que vous ayez la preuve de la fraude. Si ça arrive, est-ce que c'est suffisant pour des accusations, peut-être? Pour un divorce, certainement. Mais Connor, il y a autre chose. Il avait l'air grave. Votre mère m'a demandé de continuer à surveiller les choses après sa mort. La semaine dernière, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Il sortit d'autres papiers. Votre femme a contacté un détective privé. Elle essaie de monter un dossier contre vous. Quel genre de dossier? Violence conjugale? Abus émotionnel, négligence envers votre fils. Il leva la main quand je commençais à protester. Je sais que c'est des conneries. Votre mère savait que c'était des conneries. Mais elle a écrit des choses qui ne se sont jamais produites, créant une paperasse pour étayer ses allégations. Le monde se mit à tanguer. Elle essaie de vous piéger. De vous faire passer pour un mauvais mari et un mauvais père. Si elle peut convaincre un juge que vous êtes violent, elle obtient la maison, l'enfant et une pension alimentaire. En plus, toutes les magouilles qu'elle a faites seront balayées sous le tapis parce qu'elle n'était qu'une épouse effrayée qui se protégeait. Je pensais à Jamie. À la confiance qu'il avait en nous deux. À quel point il serait brisé si sa mère faisait croire à tout le monde que j'étais un monstre. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, trouver un avocat. Un sacré bon avocat. Deuxièmement, commencer à tout écrire. Ce qu'elle fait, ses mensonges, quand elle n'est pas là. Troisièmement, protéger votre argent avant qu'elle n'en prenne davantage. Et quatrièmement? Martinez sourit. Quatrièmement, laissez-la faire le premier pas. Elle prépare quelque chose. Probablement bientôt. Quand elle le fera, vous serez prêt. Je quittai le boui-boui avec un dossier rempli de crasse et la rage au ventre. Stéphanie ne faisait pas que me tromper. Elle était en train de détruire ma vie exprès, et je la laissais faire. Mon prochain arrêt était le cabinet de Mauraline, une avocate spécialisée dans le droit de la famille que je connaissais depuis le lycée. Maura avait 2 ans de moins que moi à Medford High, minuscule mais super intelligente, et ne reculait jamais devant rien. Maintenant, elle était l'une des meilleures avocates spécialisées dans le divorce à Boston, avec un bureau chic et une tonne de gens qui attendaient de l'embaucher pour se battre pour eux. Connor Dempsey, dit-elle en se levant. Je me demandais quand tu allais te pointer. Tu m'attendais? Ta mère m'a appelé peut-être 6 mois avant de mourir. Elle a dit que je pourrais t'appeler un jour. Elle désigna une chaise. Désolé pour votre perte, au fait. C'était une bonne femme.
Elle t'a dit pourquoi elle pensait que j'aurais besoin d'un avocat. Elle m'en a dit assez. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je lui racontais tout. Les bandes, les histoires d'argent, le détective privé, les mensonges sur les abus. Maura écoutait, sans dire un mot, écrivant sur un bloc-notes juridique et posant des questions de temps en temps. Quand j'eus fini, elle se pencha en arrière et me regarda. Comment tu veux gérer ça? Je veux protéger mon fils. C'est tout ce qui compte. Bien. C'est la bonne façon de penser. Elle attrapa un nouveau bloc-notes. Voici ce qu'on va faire. Premièrement, on gèle tes comptes avant qu'elle ne prenne plus rien. Deuxièmement, on commence à creuser pour savoir ce qu'elle a manigancé. Troisièmement, on écrit tout ce qu'elle fait à partir de maintenant. Et l'histoire de l'amant? Le Massachusetts est un État sans faute, donc l'affaire elle-même n'a pas beaucoup d'importance. Mais les histoires d'argent, si. Surtout si on peut prouver qu'elle payait pour l'amant avec ton argent. Et les histoires d'abus? Le visage de Maura se durcit. C'est là qu'on sort l'artillerie lourde. Un faux témoignage de violence conjugale, c'est pas juste des histoires de divorce, c'est un crime. Si on peut prouver qu'elle invente tout, elle risque le parjure, et peut-être pire. On a combien de temps? D'après ce que tu m'as dit, je dirais qu'elle va déposer sa requête dans les prochaines semaines. Elle prépare ça depuis plus d'1 an, elle doit commencer à s'impatienter. J'ai pensé à Stéphanie à la maison, peut-être en train d'envoyer des textos à 3 à l'instant même, à planifier leur avenir pendant que Jamie était à l'étage en train de faire ses devoirs, sans se douter que sa mère était sur le point de tout faire voler en éclats. Qu'est-ce que je dis à Jamie? Rien pour l'instant. Laisse-la faire le premier pas. Quand elle le fera, on sera prêt à le protéger. Je suis sorti du bureau de Maura avec un plan et un contrat, mais tout ça me paraissait irréel. Ce matin, j'étais un menuisier avec des problèmes de couple. Maintenant, je me préparais à une guerre avec une femme qui essayait de me détruire depuis plus d'1 an. Ce soir-là, je suis resté assis dans ma camionnette devant la maison pendant 10 minutes avant d'entrer, essayant de me préparer à une autre nuit de mensonges et de faux sourires. La voiture de Stéphanie était là, mais il y avait une autre voiture que je ne connaissais pas. Une BMW argentée garée en face. J'ai noté le numéro d'immatriculation et je suis entré. Salut. Stéphanie a répondu de la cuisine. Comment s'est passée ta journée? Bien. C'est à qui la voiture en face? Quelle voiture? La BMW argentée. Elle est venue à la fenêtre et a regardé. Aucune idée. Je me demandais. Elle est là depuis un moment. Mais quand j'ai regardé son visage, j'ai vu quelque chose y passer en un éclair. Peut-être qu'elle la connaissait, ou qu'elle était inquiète. Elle savait à qui était cette voiture. C'est sûrement quelqu'un qui rend visite au Johnson, a-t-elle dit, mais elle sonnait faux. J'avais l'impression que si je vérifiais la carte grise de cette BMW, ce serait au nom de 3 mêlements. Ce qui voulait dire qu'il était assez courageux pour se garer devant chez moi, peut-être pour guetter mon départ, peut-être pour manigancer quelque chose avec ma femme pendant que j'étais à la maison. J'avais envie de casser quelque chose, mais je suis resté calme. Martinez avait raison. Il fallait que je les laisse faire le premier pas. Mais quand ils le feraient, je serais prêt. Et je n'allais pas la sous-estimer comme elle me sous-estimait. La guerre approchait. Je le sentais. La BMW était de retour le lendemain matin, garée au même endroit. Cette fois, j'étais prêt. J'avais installé une petite caméra à la fenêtre de l'étage, pointée de manière à pouvoir voir quiconque s'approchait de la maison. Si 3 mêlements voulaient jouer, j'allais tout filmer. Stéphanie est partie au travail comme d'habitude, m'embrassant en me disant au revoir avec le même faux sourire qu'elle arborait depuis des mois. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Elle semblait nerveuse, vérifiant son téléphone sans arrêt et regardant la fenêtre où la BMW était garée comme si c'était une menace. Après son départ et une fois que Jamie eut pris le bus, je me suis fait porter pâle au travail et je me suis assis pour regarder. 9h30. Enfin. La voiture de Stéphanie était de retour dans l'allée. Quelques minutes plus tard, un type est sorti et a traversé la rue. 3 mêlements. Il ressemblait exactement à ce que je me souvenais de la soirée de Noël. Grand, athlétique, avec ce look artificiellement parfait qu'on obtient avec des soins hors de prix et trop de temps à la salle de sport. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Il s'est approché de ma porte d'entrée comme s'il était chez lui.
J'ai regardé de la fenêtre de l'étage ma femme faire entrer son amant dans ma maison. Ils n'ont même pas fermé les stores. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai pris des photos de tout. Des photos de la voiture de Troy, des photos de lui entrant, des photos d'eux ensemble à travers la fenêtre de la cuisine. Puis ils sont passés au salon. J'ai eu une photo nette de Stéphanie dans les bras de Troy, l'embrassant sur le canapé où Jamie et moi regardons la télé tous les soirs. Mais le vrai jackpot, c'est quand ils sont allés dans la salle à manger et ont étalé des papiers sur toute la table. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais je les ai vus pointer du doigt, prendre des notes. Ils préparaient quelque chose. J'ai pris des photos de tout, puis j'ai appelé Maura. Ils sont chez moi, lui dis-je. Là, tout de suite, en train de lire des documents. Tu es là. Je suis à l'étage. Ils ne savent pas que je suis à la maison. Sors tout de suite. Va dans un endroit public. Reste jusqu'à ce qu'ils soient partis. On ne peut pas prendre le risque que ça ressemble à une bagarre. J'ai attrapé mon appareil photo, je me suis faufilé par derrière et je suis allé attendre à la bibliothèque. 2 heures plus tard, Paul m'a envoyé un SMS. Les 2 voitures sont parties. Je suis rentré chez moi. La maison avait l'air normale, mais je voyais bien qu'ils avaient fouillé mes affaires. Les papiers de mon bureau avaient été un peu déplacés. Le classeur n'était pas verrouillé, alors que je le ferme toujours à clé. Ils cherchaient quelque chose, probablement la preuve de la fraude financière que Martinez m'avait montrée. Mais ils ont foiré. Dans leur précipitation à tout Ranger, ils ont laissé quelque chose. Un dossier sur la table de la salle à manger. Stratégie de divorce Dempsey était écrit sur l'onglet. À l'intérieur, il y avait des copies des faux témoignages de violence conjugale que Stéphanie avait déposés, ainsi qu'un calendrier pour son divorce et une liste de ce qu'elle voulait. Il y avait aussi une lettre de son avocat concernant l'obtention de la garde exclusive de Jamie en disant que j'étais violent psychologiquement. En bas, il y avait une note manuscrite de Stéphanie, déposez les documents vendredi. 3 dit que son avocat peut accélérer l'ordonnance restrictive. Vendredi. Dans 3 jours. J'ai tout photographié, puis j'ai remis le dossier en place. Qu'il croit s'en être tiré. Quand vendredi arriverait, je serai prêt. Ce soir-là, Stéphanie était de très bonne humeur. Elle a préparé le dîner, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a même voulu regarder un film. Après que Jamie soit allé se coucher. Elle rayonnait, s'imaginant sans doute sa nouvelle vie avec Troy. Tu as l'air heureuse, j'ai dit en nous installant sur le canapé. Moi? J'imagine que je me sens bien, tout simplement. Le travail, ça va, Jamie va bien, et entre nous, c'est au beau fixe. Oui. Elle s'est blottie contre moi, sa tête posée sur mon épaule. Je sais que les temps ont été durs, mais je crois qu'on est en train de se remettre sur les rails. Son culot m'a coupé le souffle. Elle allait demander le divorce dans 3 jours, et elle parlait de se remettre sur les rails. C'est bien, j'ai dit. Je veux qu'on y arrive. Moi aussi. Elle a levé les yeux vers moi. Can, je dois te demander quelque chose. Sois honnête. D'accord? S'il m'arrivait quelque chose, si je tombais malade ou si j'avais un accident, est-ce que tu t'occuperais de Jamie? Je veux dire, tu es son père, mais serais-tu vraiment là pour lui? Le ferais-tu passer en premier, quoi qu'il arrive? La question m'a pris au dépourvu. Bien sûr que oui. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai besoin de savoir qu'il ira bien. Qu'il aura au moins un parent qui ne le laissera pas tomber. Il y avait quelque chose dans sa voix, presque comme une véritable émotion. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle n'avait pas des remords. Stéphanie? Tout va bien? Tu me fais un peu peur. Elle est restée silencieuse un long moment. Tout va bien. Je l'aime tellement. Je veux m'assurer qu'il est protégé. Protégé de quoi? De la vie. Des déceptions. Des gens qui pourraient lui faire du mal. J'ai pensé au dossier en haut, à son plan pour dire que j'étais violent et enlever Jamie à son seul parent stable. Il sera toujours protégé, j'ai dit. Je te le promets. Elle a souri et m'a embrassé sur la joue. Je sais. C'est pour ça que je t'ai épousé. Mais alors qu'elle se penchait en arrière pour regarder le film, je pouvais sentir la tension en elle, cette excitation à peine dissimulée de quelqu'un qui pensait être sur le point d'obtenir tout ce qu'il voulait. Encore 3 jours et elle passerait à l'action.
Mais elle allait découvrir que son mari confiant et stupide avait lui aussi appris à jouer aux échecs. Et je jouais pour gagner. Vendredi matin, le temps était gris et froid. Ce vent d'octobre arrachait les dernières feuilles des arbres, les envoyant valser sur la rue comme de petits animaux désespérés. J'étais debout avant l'aube, assis dans ma cuisine avec un café, sentant le poids de ce qui allait arriver. Stéphanie était partie tôt pour un petit déjeuner de travail avec un client. Jamie dormait encore à l'étage. La maison semblait différente, comme si elle retenait son souffle. Mon téléphone a vibré. SMS de Maura, l'huissier sera à ton bureau vers 10 heures. Tu es prêt? J'ai répondu par SMS, prêt. Mais je ne l'étais pas. Comment pouvait-on être prêt à voir sa vie exploser? À 8h30, j'ai embrassé Jamie en le regardant partir pour l'école. Le regardant marcher jusqu'à l'arrêt de bus avec son sac à dos et ses écouteurs. Il n'avait aucune idée qu'au moment où il rentrerait, tout serait différent. Je suis arrivé tôt sur le chantier des Patterson et je me suis jeté à corps perdu dans le travail, essayant de m'occuper pendant que ma tête tournait. À 10h15 pile, une femme en tailleur est apparue devant la porte. Connor Dempsey? C'est moi. Vous êtes signifié. Elle m'a tendu une grosse enveloppe et s'est éloignée, me laissant planter là dans la cuisine à moitié terminée de Madame Patterson. Les papiers étaient exactement ce que Maura avait dit qu'ils seraient, mon mariage était officiellement terminé. Papier de divorce, ordonnance restrictive, truc de garde d'urgence. Stéphanie voulait la maison, Jamie, une pension alimentaire et la moitié de tout ce que je possédais. L'ordonnance restrictive disait que j'étais violent émotionnellement, que j'avais proféré des menaces et que je n'avais pas le droit de m'approcher à moins de 150 mètres d'elle ni de la contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Selon ces papiers, j'étais un type dangereux qui terrorisait sa famille depuis des années. Le Connor Dempsey qu'il décrivait n'était pas moi. Un mari violent et dominateur qui coupait sa femme de ses amis et la menaçait si elle essayait de partir. C'était un mensonge total, étayé par de faux rapports de police et des mensonges qu'elle construisait depuis des mois. Mon téléphone a sonné. Comment tu tiens le coup? J'ai connu mieux. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on part en guerre. Tu es sur le chantier. Ouais. Reste là. Ne rentre pas à la maison. N'essaie pas de parler à Stéphanie. Ne fais rien qui puisse être interprété comme une violation de l'ordonnance restrictive. Je déposerai notre réponse cet après-midi. Et Jamie? Il va rentrer à la maison et trouver sa mère partie et son père interdit de séjour. On s'en occupe. Fais-moi confiance. Mais la confiance était difficile à trouver ces temps-ci. J'ai raccroché et j'ai appelé Paul. Ça y est, j'ai dit. J'arrive. Paul est arrivé 20 minutes plus tard avec du café et un regard grave. À quel point c'est grave? Je lui ai montré les papiers. Il les a lus sans un mot, son visage s'assombrissant à chaque page. Putain, Cannes. Elle y va à fond. Elle planifie ça depuis plus d'1 an. Chaque détail, chaque mensonge, absolument tout. Elle m'a manipulé à la perfection. C'est quoi le plan? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était l'école de Jamie. Monsieur Dempsey, ici la directrice Morrison du lycée Medford. Votre fils semble traverser une sorte de crise émotionnelle. Sa mère est venue le chercher il y a environ 1 heure, mais elle a dit que j'étais pris. Tout va bien? Mon sang s'est glacé. Elle est venue le chercher? Oui. Elle a dit qu'il y avait une urgence familiale et que vous étiez occupé avec des affaires légales. Elle avait une pièce d'identité, alors on l'a laissé partir. Où sont-ils allés? Je suis désolé, je ne peux pas divulguer cette information. Il y a un problème? Tout allait mal. Stéphanie avait Jamie, et à cause de l'ordonnance restrictive, je ne pouvais même pas les chercher sans me faire arrêter. Non, dis-je. Tout va bien. Merci. J'ai raccroché et j'ai appelé Maura immédiatement. Elle a Jamie, dis-je. Elle l'a sorti de l'école. Merde. Bon, ça change la donne. Il faut une requête d'urgence pour la garde. Tu peux être à mon bureau dans combien de temps? J'arrive. Paul et moi avons traversé Boston en voiture sans un mot, pensant tous les deux à Jamie et à ce que Stéphanie pouvait lui raconter. Lui disait-elle que son père était dangereux? Qu'elle devait l'emmener pour son propre bien? Était-elle en train de monter mon fils contre moi comme elle l'avait fait avec tout le reste?
Le bureau de Maura était un vrai bordel quand on est arrivé. Elle avait 3 personnes qui travaillaient sur notre réponse, et son bureau était couvert de papiers, de photos et de dossiers. « Asseyez-vous, dit-elle, sans lever les yeux de son ordinateur. Je dépose une demande de garde d'urgence pour enlèvement et fraude. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des preuves de ces magouilles financières et de ces fausses accusations de violence. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a agi la première, et les juges n'aiment pas retirer les enfants à leur mère. Quelles sont nos chances? Honnêtement? 50-50. Peut-être mieux si le juge examine nos preuves au lieu de se contenter de valider les siennes. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Papa, maman dit que tu es malade et que tu as besoin d'aide. On reste chez tante Sarah jusqu'à ce que tu ailles mieux. Je t'aime, Jamie. Stéphanie utilisait mon fils pour envoyer des messages, sachant que je ne pouvais pas répondre sans violer l'ordonnance restrictive. J'ai montré le SMS à Maura. Elle a juré. Elle est forte. Il faut lui reconnaître ça. Elle fait croire qu'elle t'aide à parler à Jamie tout en l'utilisant comme une arme. On peut remonter à ce numéro? Je suis déjà dessus, mais je parie que c'est un téléphone jetable qu'elle abandonnera après ça. Les heures suivantes ont été un flou juridique, de collecte de preuves et de planification. Maura a déposé notre réponse, avec les photos de 3 dans ma maison, les magouilles financières que Martinez avait dénichées et des copies des enregistrements de maman. À 18h, on a appris qu'il y aurait une audience lundi matin. D'ici là, Stéphanie avait Jamie, et j'étais banni de ma propre maison. Où suis-je censé aller, demandai-je. Chez moi, dit Paul. On verra pour le reste plus tard. En allant chez Paul, je pensais à Stéphanie et 3, probablement en train de fêter ça. Ils avaient réussi leur coup. J'étais hors de la maison, loin de Jamie, et confronté à des accusations qui pourraient me ruiner et ruiner ma relation avec mon fils. Mais ils avaient commis une erreur. Ils pensaient que j'étais toujours le même idiot naïf qu'il y a 6 mois. Ils ne connaissaient pas les enregistrements de maman, l'enquête de Martinez, les preuves que j'avais collectées. Surtout, ils ne savaient pas que je me battrais aussi salement que pour protéger mon fils. Lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Il était temps de montrer à Stéphanie et à 3 ce qui arrivait quand on s'en prenait à Connor Dempsey. La guerre était déclarée. Lundi matin au tribunal familial du comté de Suffolk? On aurait dit un champ de bataille déguisé en bâtiment administratif. Des avocats en costume cher se précipitaient avec des mallettes et des visages graves, tandis que des familles attendaient sur des bancs, leur vie suspendue aux décisions du juge. J'étais assis à côté de Maura dans la salle d'audience numéro 3, regardant Stéphanie et son avocate à la table en face de nous. Stéphanie portait une simple robe bleu marine, à peine maquillée où elle jouait parfaitement la femme effrayée et maltraitée. Son avocate, Patricia Hawkins, avait un visage acéré et la réputation d'être impitoyable dans les batailles pour la garde. Jamie n'était pas là, Dieu merci. Il était à l'école, probablement en train de croire l'histoire de maman, que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Tout le monde se lève pour l'honorable juge Patricia Chen. Le juge Chen était une petite femme sévère d'une 50aine d'années, connue pour aller droit au but et s'en tenir aux faits. Maura disait que c'était une bonne chose pour nous, si on pouvait la convaincre d'examiner nos preuves. Il s'agit d'une audience d'urgence, Dempsey contre Dempsey, dit le juge Chen, en s'installant. Maître Hawkins, votre cliente a demandé le divorce et obtenu une ordonnance restrictive sur la base d'allégations de violence domestique. L'avocat de M. Dempsey a déposé une contre-requête alléguant fraude et enlèvement parental. C'est très inhabituel. Hawkins se leva. Votre honneur, ma cliente subit des violences émotionnelles et psychologiques depuis plus d'1 an. M. Dempsey l'a menacé, a contrôlé l'argent et lui a fait peur dans sa propre maison. Elle a dû retirer leur fils de l'école vendredi pour le protéger de la violence. Madame Lynn, votre réponse? Maura se leva, passant en mode attaque. Votre honneur, les allégations de Madame Dempsey ne sont pas seulement fausses, c'est une fraude calculée pour voler des biens et monter son fils contre son père. Nous avons la preuve que Madame Dempsey a une liaison, qu'elle vole de l'argent et qu'elle invente des accusations de violence dans le cadre d'un divorce planifié. La juge Chen se pencha en avant. C'est une accusation grave, Madame Lynn. J'espère que vous pourrez la prouver. Nous le pouvons, votre honneur. Et abondamment. Pendant l'heure qui suivit, Maura démolit la défense de Stéphanie. Elle présenta les relevés financiers de l'argent volé,
Les photos de 3 chez nous et des extraits des enregistrements de maman prouvant la liaison et les manigances. Mais la véritable bombe explosa quand elle diffusa un extrait d'une bande où Stéphanie et 3 parlaient des fausses accusations de violence. La voix de Stéphanie résonna dans la salle d'audience. Les rapports de police sont parfaits. Je me suis assuré qu'il y avait assez de détails pour que ce soit crédible, mais pas trop pour qu'il creuse trop. Connor est trop confiant pour voir ça venir. La voix de 3. Et s'il découvre la vérité, Stéphanie? Il ne la découvrira pas. Il pense toujours que je suis la femme qu'il a épousée. Au moment où il comprendra ce qui se passe, j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour le détruire. La salle d'audience était silencieuse. Le visage de Stéphanie devint blanc tandis que ses propres mots l'accablaient. La juge Chen avait l'air d'avoir reçu une gifle. Madame Hawkins, pouvez-vous expliquer cet enregistrement? Hawkins bafouilla. Votre honneur, nous ne pouvons pas vérifier si ces enregistrements sont réels. Ils pourraient être faux ou sortis de leur contexte. Madame Lin, pouvez-vous prouver que ces enregistrements sont réels? Maura sourit. Oui, votre honneur. Nous avons les bandes originales enregistrées par la défunte mère de Monsieur Dempsey, ainsi que des documents de chaîne de traçabilité et une analyse d'experts prouvant qu'elles sont authentiques. Elle remit un épais dossier de rapports et de déclarations sous serment. La juge Chen passa plusieurs minutes à lire, son visage s'assombrissant à chaque page. Finalement, elle leva les yeux. Madame Hawkins, je vous pose directement la question, votre cliente a-t-elle déposé de faux rapports de police? Votre honneur, C'est une simple question. D'après les preuves, il semble que Madame Dempsey ait déposé des rapports de police affirmant être victime de violences conjugales alors qu'elle savait que c'était faux. Est-ce exact? Hawkins murmura à Stéphanie, qui secoua la tête frénétiquement. Votre honneur, ma cliente affirme que ces allégations sont vraies. La voix de la juge Chen pouvait couper du verre. Madame Hawkins, je suis sur ce banc depuis 15 ans. J'ai vu de vrais cas de violence, et j'ai vu de fausses allégations. C'est l'une des tentatives de fraude les plus calculées et malveillantes que j'ai jamais vues devant ce tribunal. Elle se tourna vers la greffière. Je veux une transcription complète de ceci envoyée au bureau du procureur pour voir si elle devrait être accusée de parjure et de dépôt de faux rapports de police. Stéphanie avait l'air sur le point de vomir. De plus, continua la juge Chen, je mets fin à l'ordonnance restrictive et à l'ordonnance de garde d'urgence dès maintenant. Monsieur Dempsey, vous pouvez retourner chez vous et avoir la garde normale de votre fils. Votre honneur, protesta Hawkins. Même si on peut remettre en question les rapports de police, ma cliente a toujours de réelles inquiétudes concernant monsieur. Votre cliente a été prise la main dans le sac en train de falsifier des preuves et de commettre une fraude. Toute confiance qu'on pouvait lui accorder est perdue. La voix de la juge Chen était glaciale. Madame Dempsey, vous rendrez immédiatement l'enfant à son père. Vous fournirez également un compte rendu complet de tous les biens matrimoniaux et de tout l'argent transféré au cours des 2 dernières années. Votre honneur, je n'en ai pas fini. Compte tenu de la fraude financière et des fausses allégations, j'ordonne que Madame Dempsey ne puisse toucher à aucun compte joint ni prendre de décisions financières importantes sans l'accord du tribunal. Elle passera également un examen psychologique avant que nous ne déterminions la garde, dit la juge, en regardant directement Stéphanie. Madame Dempsey, vous êtes venue ici avec des accusations graves. Au lieu de cela, vous m'avez montré que vous étiez prête à mentir sous serment, à voler votre famille et à utiliser votre propre enfant comme une arme dans votre petite guerre. Je trouve ça répugnant. Stéphanie pleurait maintenant, mais pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Son plan parfait lui avait explosé à la figure. Nous allons faire une pause de 30 minutes afin que Madame Dempsey puisse ramener l'enfant là où il doit être. Quand nous reviendrons, je veux voir toutes vos finances et un plan pour récupérer tout ce matériel volé. Alors que la juge s'en allait, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Maura souriait comme si elle avait touché le jackpot. Comment as-tu su qu'elle allait craquer comme ça, demandai-je. La juge Chen a 3 enfants. Elle déteste les parents qui utilisent leurs enfants comme des pions. En plus, les enregistrements de ta mère? Un rêve pour un procureur. Une preuve claire de planification et de fraude. De l'autre côté de la pièce, Stéphanie se disputait avec son avocate. Hawkins n'arrêtait pas de secouer la tête, pointant la porte, essayant de convaincre sa cliente d'abandonner. Mais Stéphanie n'avait pas dit son dernier mot. Alors que nous rangions nos affaires, elle s'approcha de nous. Ce n'est pas fini,
Connor, dit-elle, la voix basse et méchante. Tu crois avoir gagné, mais je sais des choses sur toi que... Madame Dempsey, la coupa Maura. Je ne ferai pas de menaces dans un tribunal quand on est déjà accusé au pénal. Le regard de Stéphanie était fou, désespéré. La femme froide et calculatrice des enregistrements avait disparu. Cette femme semblait capable de tout. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, murmura-t-elle. Aucune idée de ce qui vous attend. Puis elle se tourna et sortit, laissant derrière elle tous ses mensonges. Je devrais m'inquiéter de ça, demandai-je à Maura. Probablement. Les gens désespérés font des choses folles. Mais légalement, c'est fini pour elle. La question est de savoir ce qu'elle fera quand elle réalisera que sa vie est finie. 1 heure plus tard, j'étais sur le parking de l'école, à attendre Jamie. Stéphanie avait dû appeler pour qu'il le laisse partir avec moi. Je n'osais imaginer la conversation. Quand Jamie m'a vu, son visage s'est illuminé, mais il avait l'air perplexe. « Papa, maman a dit que tu étais malade. Tu vas bien ?» Je l'ai serré fort dans mes bras, humant l'odeur de son shampoing et de la transpiration d'adolescent. « Je vais bien, mon grand. Juste des histoires juridiques. Rien dont tu aies à t'inquiéter. » Des histoires juridiques ? Des problèmes d'adultes. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Pendant que nous rentrions, Jamie n'arrêtait pas de me demander où j'étais allé, pourquoi maman était énervée, ce qui se passait. Je lui ai donné des réponses vagues, essayant de le protéger tout en étant honnête au sujet du divorce. « C'est à cause de quelque chose que j'ai fait ?» demanda-t-il alors que nous nous garions dans l'allée. « Non, Jamie. Mon Dieu, non. Ça n'a rien à voir avec toi. Parfois, les adultes s'éloignent simplement. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, on t'aime tous les deux plus que tout. » C'était un mensonge, au moins en ce qui concernait Stéphanie, mais il avait besoin de l'entendre. Jamie finirait par découvrir la vérité sur sa mère, mais pas aujourd'hui. Ce soir-là, en mangeant une pizza dans la cuisine et en essayant de faire comme si de rien n'était, j'ai repensé à ce que Stéphanie avait dit au tribunal. Elle avait dit que ce n'était pas fini, qu'elle savait des choses sur moi. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir de pire que ce qu'elle avait déjà fait? J'étais sur le point de le découvrir. La réponse est venue à 2 heures du matin, quand mon téléphone a sonné. Je suis sorti du lit, me suis assuré que Jamie dormait, et j'ai répondu sans regarder. « Connor Dempsey ? » ?»« Oui. »« C'est qui ? » ?»« Ici le sergent Williams, de la police de Medford. Nous avons besoin que vous descendiez au poste. Il y a eu un incident impliquant votre femme. » Mon sang s'est glacé. Quel genre d'incident ? Elle a été arrêtée pour effraction et destruction de biens. Vos biens. J'ai enfilé des vêtements et j'ai conduit jusqu'au poste, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que Stéphanie avait encore fait ? Le sergent Williams m'attendait, un grand type avec des yeux fatigués. Votre femme a été arrêtée il y a environ 1 heure, dit-il en me faisant traverser le poste. Des voisins ont appelé à cause d'une dispute chez vous. Les agents l'ont trouvée à l'intérieur, en train de tout saccager. Elle a une clé. En quoi est-ce une effraction ? L'ordonnance du juge ce matin disait qu'elle ne pouvait pas y aller sans autorisation. Elle a enfreint cette ordonnance. Il me tendit un dossier de photos. Ce sont les dégâts. J'ai parcouru les photos, l'estomac noué. Elle avait tout détruit. Des meubles renversés, des photos de famille brisées, des trous dans les murs. Mon bureau était le pire. Des papiers partout, mon ordinateur fracassé, des classeurs sur le côté. Mais la dernière photo a fait trembler mes mains. La chambre de Jamie avait été ravagée comme si une tornade l'avait frappée. Des posters déchirés, un bureau renversé, des vêtements éparpillés. Elle a détruit la chambre de mon fils, dis-je, à peine capable de parler. Oui, c'est ce qui a alerté les voisins. Ils l'ont entendu crier qu'elle allait le faire payer et détruire tout ce qui lui tient à cœur. Où est-elle ? Cellule de détention. Son avocat essaie de la faire sortir, mais avec l'ordonnance restrictive et les dégâts qu'elle a causés, elle est dans de beaux draps. J'ai pensé à Jamie, endormi à la maison, et à sa réaction quand il verrait ce que sa mère avait fait à sa chambre. Je peux la voir ? Williams avait l'air surpris. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? J'ai besoin de savoir pourquoi elle a fait ça. Il m'a conduit à travers une série de portes verrouillées jusqu'à la zone de détention. Stéphanie était assise sur un banc dans une petite cellule, toujours dans cette robe bleu marine du tribunal,
mais maintenant elle était toute froissée et tachée. Son maquillage était étalé, ses cheveux en désordre. Elle leva les yeux quand elle me vit, et pendant une seconde, je crus voir de la honte dans ses yeux. Puis c'était parti, remplacé par une haine pure. « Tu viens te réjouir ?» demanda-t-elle. « Je suis venu te demander pourquoi tu as saccagé la chambre de notre fils. » « Notre fils ?» Elle laissa échapper un rire, un son désagréable. « Il n'a jamais été notre fils, connard. Il a toujours été le tien. Ton petit reflet. Ton garçon parfait qui ne pouvait rien faire de mal. Tu as la moindre idée de ce que c'est que de vivre avec ça pendant 16 ans. » Je la regardais, essayant de comprendre ce qu'elle disait. « Tu es sa mère. Je suis la femme qui lui a donné naissance. Ce n'est pas la même chose. » Elle se leva et s'approcha des barreaux. « Tu veux la vérité ? Je n'ai jamais voulu d'enfant. J'ai juste suivi le mouvement parce que c'est ce que les femmes étaient censées faire. Mais je n'ai jamais ressenti ce lien dont tout le monde parle. Pas une seule fois. Alors pourquoi te battre pour la garde ? Parce que je savais que ça te ferait mal. Parce que je savais que le perdre le détruirait bien plus que de me perdre moi. » Son sourire était la cruauté incarnée. « Mais tu m'as volé ça aussi, n'est-ce pas ? Avec tes précieux enregistrements, tes preuves et ton numéro de victime parfaite. » Stéphanie. Non, c'est toi qui m'écoutes. Tu crois que tu as gagné, mais tu n'as aucune idée de ce que tu m'as coûté. 3. C'était ma porte de sortie. Ma chance d'avoir une vie où je comptais. Où j'étais plus que la femme de Connor Dempsey et la mère de Jamie. Tu as détruit ça. Tu l'as détruit toi-même en décidant de mentir et de voler. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Elle hurla, si fort que Williams se rapprocha de la cellule. Tu n'allais jamais me laisser partir. Tu te serais battu contre le divorce, tu aurais pourri les choses, tu aurais essayé de me faire passer pour la méchante, alors j'ai fait en sorte d'avoir la main. En me faisant accuser de détournement de fonds. En me protégeant. Mais tu n'as pas pu l'accepter, n'est-ce pas ? Il a fallu que tu joues au détective. Que tu déterres la merde. Que tu me fasses passer pour le monstre. Je regardais cette femme que j'avais aimée pendant 17 ans, cette étrangère qui portait le visage de ma femme, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, je m'assure que si je ne peux pas avoir la vie que je veux, tu ne pourras pas avoir la tienne non plus. » Ses yeux étaient froids, calculateurs. « Tu crois que ces enregistrements sont la pire chose que j'ai sur toi ? Tu penses que la fraude financière est la seule carte que je peux jouer ? De quoi tu parles ? » Elle se pencha plus près des barreaux. « Demande à ton frère ce qui s'est passé chez les Henderson il y a 3 ans. Demande-lui ce qui est vraiment arrivé aux bijoux de cette famille. » Mon sang se glaça. L'affaire Henderson ? Une rénovation de cuisine que Paul et moi avions faite. La famille avait dit que des bijoux de valeur avaient disparu après notre passage, mais rien n'avait jamais été prouvé. L'assurance avait remboursé, et nous n'en avions plus jamais entendu parler. Paul n'a rien volé. Tu en es sûr ? Parce que j'ai des photos, connard. Des photos de Paul avec ses pièces. Prises par un détective privé que j'ai engagé quand je montais mon dossier contre toi. Des photos qui montrent que ton frère est un voleur et que tu l'aides après coup. C'est impossible. Vraiment ? Tu connais si bien que ça ton frère le complotiste ? Tu le surveilles de si près que ça quand vous travaillez ensemble ? Elle mentait. Elle devait mentir. Mais le doute s'insinuait déjà. Des souvenirs des problèmes d'argent de Paul il y a 3 ans. Sa soudaine capacité à rembourser ses cartes de crédit. Son nouveau pick-up qu'il disait qu'un ami lui avait donné. Même si c'était vrai, ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment ? Tu étais son associé. C'est toi qui l'as recommandé au Henderson. Et quand les bijoux ont disparu, tu t'es porté garant pour lui auprès de la police. Elle sourit. Aider un criminel après coup, c'est un crime, connard. Même si tu ne savais pas ce qu'il faisait, tu as aidé à couvrir le coup. Personne ne croirait ça. Si j'avais des preuves, si. Des photos, des reçus, peut-être même un enregistrement de Paul avouant ce qu'il a fait. Elle pencha la tête. Ta mère n'était pas la seule à savoir se servir d'un magnétophone. Mon monde venait de s'écrouler. Si Stéphanie avait la preuve que Paul avait volé chez les Henderson, et si elle pouvait faire croire que j'étais impliqué, ça ruinerait tout. Mon entreprise, ma réputation,
la garde de Jamie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux récupérer ma vie. Je veux que les accusations soient abandonnées. Je veux la garde partagée de Jamie, et je veux que tu arrêtes de te battre contre le divorce. Donne-moi la moitié de tout et laisse-moi disparaître avec 3. Et si je ne le fais pas? Alors je te détruis de la même manière que tu m'as détruite. Ton frère va en prison, tu perds ton entreprise, et Jamie pourra regarder son père se faire arrêter aux infos. Elle bluffait. Elle devait bluffer. Mais en regardant son visage, le regard froid dans ses yeux, je savais qu'elle était capable de tout. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Après ça, je passe quelques coups de fil, et ta vie va devenir très compliquée. En sortant du commissariat, j'avais l'impression de me noyer. Stéphanie préparait ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. Empilant des couches de destruction au cas où son premier plan ne fonctionnerait pas. Elle m'avait étudié mes faiblesses, et trouvé la seule chose qui pouvait me briser. Même après avoir exposé ses mensonges. Mon frère. Mon frère loyal, paranoïaque, peut-être criminel. Je me suis assis dans mon pick-up sur le parking du commissariat et j'ai appelé Paul Kahn. Il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. Maintenant. De quoi? De l'affaire Henderson. De ce qui est vraiment arrivé à ces bijoux. Un long silence. J'arrive tout de suite, dit-il. Try to hit me. Come on. Jarvis first. One by one. I'm just standing still. Show me some cool shit and oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. It was close. It was close. Oh whoa. Yo! His ninja was also close. Damn, John. Yeah, Flock. Nah, bro, chill on oppressor, bro. Bro, hell nah. Nah, chill on oppressor, bro. You can use bike. 4, but W flip. Oh shit. Bro, I remember. No. Chad, when I put a drug on my big ass head for the first time, my shit was like over here. Over here. Now it's like more like here, you know? And she was before it was like over there. Like a condom, bro. For real. It was like a condom. Now it looks like a Durexki. Hey! Money back, chill! Stop dancing, bro! Bro, what's up with this dancing ass ninja? Yo! Cash, hell nah. Bye. Bro, hit the billboard. Bro, hit the booty. Not booty. Oh. Woo! Ah. Nah, nah. Nice try, but nah. No. Too fast. No. No. Oh shit. Yo, bro got limo. Nah, bro, el limo's too slow. Stop dancing. Fucking dude. Hey, chill, meow. Fucking D. Who next? Imagine Hidor. Why you say you lagged IRL? What do you mean I'm lagged IRL? Stop dancing, motherfucker. Shit annoying, bro. Dancing and ninja.
And, I'm so glad I sat down. He would actually hit my ass. Yo, why you killing, John? Come on, bro. Don't start with this shit. I was finna pull up. Bro, Nobody hit me yet. What you say? What you say? cutting EVB. He scouted everybody? No. No. Don't cut, bro. Don't cut in line. Let me goon. Oh. John, stop. Ah. Does it count? I'ma count a 0.5 point. Yeah. Yeah, but it was weak. So if he hit me hard, it will be 1. I'ma give him a 0.5. Oh shit. Nah, this not. Chill. Wait, chat. Yo, Jarvis, you would actually hit me. Yo, chill, chat. Yo, time out. Alright, thank you, bro. The last guy, he hit my truck. What Jarvis? Yo, chill. Chill on Jarvis, bro. MB White. Alright, come on, y'all. Alright, y'all keep going. Alright, bet. I am waiting. Wait. They keep moving my shit. I wanna do sumo after this. And then fist fight. Or fist fight and then sumo. What first? I think fist fight and then sumo. Can I use my gun? Protect myself, please. W aim, bro. Go, y'all, go. Yo! Deal, motherfucker. You good? I'm sorry, bro. What the fuck? Cutting. Does it count, chat? Guys, stop cutting, bro. Wait your turn. Bro, chill. Damn, Juice. Juice fool. Where's Monkey at? Monkey, stop gooning, bro. Bro, I swear I didn't cut. Nah. What the fuck? Damn, Ashcash, bro. You need to slow down. Ashcash, you need to slow down. Nah. The motherfucker was cutting. Bro, I don't know, I'm not there. No! Nah. He hit my car. What the fuck was that? He hit the pole. Imagine he hit me after hitting the pole.
Oh. Shortish. Short, boy. Looking at that boy, looking at that boy, look at that boy. Why you looking at me, boy? Nope. Bro, nobody hit me yet, like, hard. Only John. A little bit, but... Damn. Nobody hit me hard. Oh shit, oh shit, oh shit. Almost. And no, almost hit me. But nah, only John, like, he hit me. No, why did I say that? I'm gonna give 0.5. Actually, no, I'm gonna give 1. I'm gonna give 1. Because he hit me. Can EV1 go at same time? He hit me in the air. Stop cutting. He hit me in the air. The John, he hit me after touching the ground. So, John got 0.5. KXT got 1. I didn't die, but he still hit my ass. Bro, my hand smells so good. It's like you know, when you don't wash your underwear, the smells good as fuck. Ah. More. Oh shit.